Alors, la CEDEAO est-elle en position de faiblesse? Ce qui est sûr, c'est qu'une mission d'évaluation de la situation politique au Burkina Faso, émanant de la CEDEAO évidemment, est arrivée à Ouagadougou hier samedi. C'est le début des discussions de la CEDEAO avec les putschistes depuis la suspension du Burkina Faso des instances de l'organisation sous-régionale. Il s'agit de faire en sorte que les militaires retournent en caserne pour le rétablissement de l'ordre constitutionnel. Mais sur place, des organisations de la société civile donnent de la voix et mettent la CEDEAO en garde contre d'éventuelles sanctions. Je vous propose de voir ce sujet de Pierre Dipaumelin. On en parle juste après. Au lendemain de la suspension du Burkina Faso des instances de la CEDEAO, suite au putsch qui a renversé le président Roch Christian Kaboré, une délégation de l'organisation sous-régionale composée de chefs d'état-major du Bénin, du Ghana, du Libéria, du Nigeria, du Sénégal, est arrivée samedi dans la plus grande discrétion, dans la capitale burkinabé, pour évaluer la situation selon leur feuille de route. L'objectif est de mener les discussions sur la nécessité d'un retour rapide des civils au pouvoir. La délégation a été reçue au palais de Kosiam par le nouvel homme fort du Burkina, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, et ses hommes. Selon un communiqué issu de la présidence burkinabé, la junte a expliqué aux émissaires de l'organisation communautaire que les récents changements politiques répondent aux attentes de la population en termes de sécurité, de refondation de la nation et des valeurs de la République. Un autre sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO consacré au Burkina Faso est attendu jeudi 3 février à Accra, au Ghana. Mais bien avant cette mission, les organisations de la société civile burkinabé ont multiplié les conférences de presse, mettant en garde la CEDEAO contre d'éventuelles sanctions. Nous osons donc dire à la CEDEAO de faire beaucoup attention à ces sanctions contre le peuple burkinabé, contre cette transition. Parce que nous n'allons pas nous laisser faire. Nous n'allons pas, une fois de plus, laisser le Burkina Faso en proie à des puissances impérialistes. Nous sommes clairs là-dessus. Ce que nous proposons, c'est que ça va être une coalition militaire-civile. Mais là n'est pas trop la question. La question c'est quel type de personne nous décidons pour mener cette transition. Parce que s'il s'agit d'aller récupérer une vieille classe qui a prouvé son échec, qui ne sait faire autrement que voler ce pays, nous partons déjà sur une fausse base. Nous exhortons le MPSC à sortir des schémas classiques des transitions qui ont fait la preuve de leur échec au Burkina Faso et ailleurs. Du rapport de cette mission d'évaluation des chefs d'état-major de la CEDEAO dépendront les décisions des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO au prochain sommet consacré au Burkina Faso, jeudi 3 février, à Accra, au Ghana. Voilà, monsieur, on vient de voir la CEDEAO qui envoie une délégation au Burkina Faso pour entamer les discussions avec les putschistes, avec à leur tête le lieutenant-colonel Damiba. Dans la foulée, on apprend que la junte au Mali a commencé à négocier avec la CEDEAO et a proposé une transition de 2 ans, en lieu et place des 5 années qu'elle avait proposées au départ. Mais la CEDEAO a montré une certaine fermeté en refusant ces 2 années. Aujourd'hui, la question qu'on se pose, est-ce qu'avec tous ces putschs au Mali, en Guinée et au Burkina Faso, la CEDEAO est-elle affaiblie? Guillaume? Moi, je réponds tout de suite non. La CEDEAO n'est pas affaiblie. Et je dis, heureusement même qu'on a la CEDEAO. Parce que si on n'avait pas la CEDEAO, ça allait être terrible. Vous dites que la junte malienne propose maintenant 2 ans. Mais c'est plus 2 ans, ça fait 4 ans. Parce que ça fait plus 18 mois. Ça fait 18 mois qu'ils sont là. S'ils veulent encore 2 ans de plus, non. Il faut que M. Goïta soit un peu sérieux. Tout au plus, on peut lui accorder jusqu'à la fin de l'année pour débarrasser le plancher. Donc je dis, la CEDEAO n'est pas affaiblie. Et c'est pour ça que nous devons soutenir la CEDEAO. Parce que s'il n'y avait pas de CEDEAO, imaginez-vous, mais ça allait être la catastrophe. Déjà avec la CEDEAO, les gens ont le courage même de proposer 5 ans. Mais imaginez-vous qu'il n'y a pas... Donc je dis, la CEDEAO n'est pas affaiblie. Et puis la CEDEAO, il n'y a pas que 3 pays dans la CEDEAO. On a 16 pays, 15 pays. La CEDEAO est une grande institution. Et moi, je félicite. Il faut que nos dirigeants de la CEDEAO soient encore plus fermes. D'abord, disent aux Maliens qu'ils ne peuvent pas dépasser la fin de l'année 2022, parce que ça fait 18 mois qu'ils sont là. Si on les laisse aller jusqu'à la fin de l'année, ça va faire 2 ans. Donc, c'est trop. Votre proposition, c'est qu'on leur donne encore fin décembre, les 11 mois qui restent jusqu'à décembre 2022. On a bien noté votre proposition. Aussi. Oui. Alors, je voudrais, avant de laisser la parole, puisque ce n'est pas sûr que je la retrouve facilement. Vous la retrouverez, certainement. Allez-y. Il ne faut pas que nos frères burkinabés, surtout notre confrère Kaboré qui a parlé, cherchent à nous complexer parce qu'on n'est pas au Burkina ou on ne serait pas burkinabé. Non, nous sommes burkinabés, nous sommes maliens, nous sommes guinéens, nous sommes ouest-africains.
Et si nous nous battons pour l'intégration de nos pays, mais ce qui se passe au Burkina a un impact important sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire. On a une forte diaspora burkinabé ici. Et on a des Ivoiriens qui vivent au Burkina. Non, il ne faut pas que les gens cherchent à nous complexer sur « oui, vous n'êtes pas sur le terrain ouais. ». On est sur le terrain. On a des gens qui sont à Ouaga, et les amis l'ont dit, et c'est vrai. Ceux qui ne parlent pas aujourd'hui sont les plus nombreux qui sont contre le coup d'État du colonel Damiba. Et il ne peut pas... je ne suis pas d'accord que les gens disent le peuple, c'est faux. Je dis, moi, j'ai compté une douzaine de motos à Ouaga. Il faut arrêter. Donc, il n'y a pas de peuple qui s'est exprimé qui refuse la démocratie, qui condamne la bonne gouvernance par le coup d'État. Il n'y a aucun peuple qui le soutient. C'est leur famille et eux-mêmes qui se soutiennent. Ce n'est pas normal. Et il faut encourager la CEDEAO à être encore plus ferme et encourager toutes les voix qui ne sont pas d'accord dans ces pays-là à s'exprimer. C'est vrai, peut-être que c'est à leur risque et péril, parce qu'on voit bien qu'au Mali, ceux qui sont les voix dissidentes sont arrêtés, sont mis en prison. Mais il faut les encourager à s'organiser pour pouvoir contester ces régimes pushistes. On vous a bien compris. Arthur ? Deux choses. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est très bien. On va bien comprendre comment la CEDEAO fonctionne face au coup d'État. Le principe de la CEDEAO, c'est de condamner le coup d'État et de ramener l'ordre constitutionnel. Ça, c'est le principe. Dans des pays comme en Sierra Leone, comme à Gambie, elle a même ramené des gens qui avaient été putschistes. Mais la CEDEAO, c'est des hommes. Donc, ils analysent. Quand un coup d'État a lieu, comme au Mali, comme au Burkina, ils regardent aussi l'environnement. On voit que, bon, OK, il y avait une situation comme ce qu'on décrit là, dont on ne peut pas balayer du revers de la main. Donc, la CEDEAO même, elle décide d'accompagner la transition avec deux conditions. Transition désormais dirigée par des civils et transition sur une courte durée, maximum 1 an, souvent poussé jusqu'à 18 mois. Au Mali, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Goïta a fait son premier coup d'État, il ne voulait même pas céder la place à des civils. La CEDEAO a dit sanctionner, les sanctions c'est graduel. Donc ils ont dit sanctionner un coup pour qu'il accepte de placer des civils et d'accepter ces 18 mois. Au bout d'un moment, il a chassé ces civils. Ce jour-là, les gens qui disent que la CEDEAO répète la France ça, la France voulait qu'on sanctionne. Mais la CEDEAO a dit non, c'est pas grave. Tant qu'il est dans les 18 mois, on l'accompagne. Donc, on met des missions pour l'accompagner. Il a révoqué notamment Bandao de sa fonction de Premier ministre à l'époque. La CEDEAO n'a même pas sanctionné, alors que les textes de la CEDEAO devaient faire sanctionner. Mais elle a montré sa bonne foi. Et à cette époque-là, le dirigeant disait déjà qu'il faut sanctionner. Au Burkina, c'est ce qui se passe. On fait la sanction de base, on t'enlève de la CEDEAO, mais on vient t'écouter. Est-ce que tu vas rentrer dans la transition qui n'est pas dirigée par un militaire et la transition sur une courte durée? S'ils disent oui, on les accompagne. Je veux dire que la CEDEAO n'est pas dans le réflexe de la sanction. Mais quand après 18 mois, vous venez dire à la CEDEAO, bon, on s'est réunis, on doit faire 5 ans. Quand même. Vous ne voulez pas que la CEDEAO sanctionne ça? Et moi j'insiste, c'est parce qu'il y a des intellectuels qui n'ont pas on n'a pas su faire bloc derrière la CEDEAO contre les coups d'État. C'est ce qui a permis à Damiba de faire son coup d'État. D'accord. Il faut que les Ouest-Africains, là, on soit derrière notre institution, qu'elle combat les coups d'État. Je vais terminer pour dire que la CEDEAO, c'est la meilleure CER d'Afrique. D'accord. Ce que la CEDEAO fait en termes... Je termine... Non, c'est important. Ce que la CEDEAO fait en termes d'intégration, il n'y a pas de visa. Tu te lèves au Mali, tu dois à Abidjan, c'est fait. Aujourd'hui, c'est la seule CER qui a un plan d'infrastructure qui fait que dans quelques années, on va quitter de la Guinée jusqu'au Nigeria sur des autoroutes. La CEDEAO, c'est notre bien commun. On doit se battre tous pour que cette institution réussisse. Moi, je suis un intégrationniste. Je dis bravo à la CEDEAO et je lui demande d'être encore plus ferme pour que les putsch n'existent plus sur notre espace communautaire. Ambroise? Si la CEDEAO n'existait pas, il lui fallu la créer, tout simplement. Voilà, parce que le travail qu'elle fait, l'Union africaine ne pourrait pas faire ça. L'Union africaine ne bénéficie pas de la proximité par rapport à la CEDEAO qui connaît ces pays-là. Donc, aujourd'hui, il faut soutenir, comme l'a dit Arthur, il faut soutenir la CEDEAO. Et c'est le rôle des intellectuels de soutenir la CEDEAO, de donner de la voix pour condamner les putsch, d'où qu'ils viennent. Parce que c'est vrai, je ne l'indexe pas, mais il y a des intellectuels qui trouvent des justificatifs, des prétextes, comme l'a dit Arthur, pour justifier la prise des armes. Notamment le déficit de démocratie, mais ça ne peut pas, rien ne peut justifier un coup d'État. Rien, absolument rien. C'est un principe de base. D'accord. Voilà. Sylvain? Ok, merci. Moi, je vois un peu plus dans la suite des événements. Parce que les coups d'État sont en train de rentrer dans une logique de spirale qui s'auto-alimente. Nous sommes au Burkina aujourd'hui. Où est-ce que ça va arriver demain? Il ne faudrait pas que ça arrive.
Alors, qu'est-ce que la CEDEAO fait aujourd'hui dans notre espace, de sorte à ce qu'il n'y ait pas un push dans notre espace encore dans les années à venir? Déjà, ce qu'on lit de part et d'autre, le Niger serait dans l'œil du cyclone. Il faut déjà prendre des dispositions au niveau de la CEDEAO, de sorte à anticiper ou alors faire asseoir les différents piliers de la gouvernance du Niger, exécutif, société civile, forces armées, de sorte à trouver un terrain d'entente. Ça, c'est de un. De deux, tous les arguments qui sont avancés au Mali, au Burkina, par ceux qui prennent le pouvoir par les armes, à savoir l'intégrité territoriale. Il serait qu'en même temps, sous un contrôle là-dessus, que la CEDEAO puisse élaborer sa politique de lutte contre le terrorisme, politique commune, évaluer la menace, quel est le niveau de puissance qu'on veut atteindre, par où on commence. Il faudrait qu'on sorte ça déjà. Sinon, ceux qui font ces trucs, on l'a souligné, Dabiba, regarde le schéma, tous ceux... D'abord, nous avons des militaires aujourd'hui qui ont fait tous l'école des guerres, des forces spéciales. Donc des gens qui ont un certain niveau au niveau de ces questions-là. Ce n'est pas un peu le civil ordinaire qui apprécie la guerre, non. Donc il serait déjà intéressant que la CEDEAO puisse asseoir le terrorisme là depuis 2002 au Nigeria. Ça fait 20 ans dans l'espace CEDEAO. Quel est le plan commun, notre politique commune au niveau de la stratégie militaire de l'espace CEDEAO? Est-ce qu'on a évalué suffisamment les menaces au niveau de chaque État, les cibles, le niveau de puissance qu'on veut atteindre, les armes qu'il faut, les partenariats qu'il faut, les satellites d'orbite? On est vraiment en retard dans la lutte contre le terrorisme. Ce serait intéressant un autre point, que le militaire ait sa place aujourd'hui en termes de coûts au niveau de la CEDEAO. Avec la crise des années 90, on a donné beaucoup de place aux technocrates, aux spécialistes de la finance internationale, des mouvements internationaux des capitaux, parce qu'on était en cessation de paiement de nos dettes. Ça, c'est 90. Aujourd'hui, en 2020, la menace, c'est le terrorisme. 9-10 novembre, il y a eu une attaque terroriste au Togo, dans le nord du Togo, il n'y a pas eu grande chose. 2-3 décembre, il y a eu une attaque terroriste au Bénin, il n'y a pas eu grande chose. Pour dire que tous nos pays sont pratiquement, et tu as vu le plan stratégique que les différents mouvements terroristes ont brandi au 15 novembre 2000 avec les 4 états-majors. Êtes-vous en train de proposer à la CEDEAO, par exemple, de constituer une force qui pourrait combattre le terrorisme? Même en dehors de la force, même la stratégie simplement, il faut qu'on puisse l'élaborer déjà. Très bien. Ça pourrait motiver, encourager dans plusieurs États. Bien sûr. Landry? Je voudrais me féliciter, bien sûr, de l'évolution qualitative de ce qui se passe au Mali et puis au Burkina Faso. Pourquoi? Quand vous dites évolution qualitative, vous faites allusion à quoi? Parce que la dernière fois, sur ce plateau, je disais aux uns aux autres qu'on faisait de la surenchère et que la théâtralisation qui tendait à dramatiser les choses à Bamako ne pouvait pas durer longtemps. On a vu des gens se braquer, le Premier ministre portait la tenue militaire, se prenant pour le Premier ministre éthiopien. Je dis non, ça c'est de la théâtralisation. En réalité, vous verrez des personnes qui crient haut alors qu'en réalité, ils ne peuvent pas aller plus haut. 5 ans, c'est du bluff en réalité. Ils ne peuvent pas le faire. Aujourd'hui, on est à 2 ans. Il faut continuer à mettre la pression pour qu'on aille en deçà des 2 ans. Il faut rappeler aux uns aux autres que le 27 février 2022, c'est la fin de ce mandat de la transition-là. Et à Bamako, ça se prépare pour leur faire savoir que vous n'êtes plus légitime. Absolument. Avec l'imam Diko, qui a déjà prévenu. Et il n'est pas seul dans ce cas-là. On se rendra bien compte qu'au cours du mois de février, le fameux grand peuple n'est pas en réalité un corps homogène. Il y a des Maliens qui disent non à la junte. Ils peuvent se braquer contre les sanctions de la CEDEAO disant qu'elles sont un peu trop sévères, sauf qu'en réalité, pour ce qui est de l'existence de la junte et de sa présence dans l'exercice du pouvoir d'État au Mali, il y a de nombreux Maliens qui s'y refusent et qui vont lui faire savoir la nécessité pour ce régime-là de pouvoir s'organiser pour sortir le plus rapidement possible. Parce qu'aujourd'hui, on veut faire croire aux uns aux autres qu'on bénéficie de manière absolue de la légitimité populaire, mais vous allez vous rendre compte que dans quelques semaines, cela n'est vraiment pas le cas. C'est pareil au niveau du Burkina Faso. Donc, pour éviter la catastrophe, pour éviter des affrontements entre ce régime militaire et des civils qui vont vouloir absolument s'exprimer, il va forcément avoir une réponse. Pour éviter des bains de sang, pour éviter bien sûr que le Mali s'embourbe dans une crise que plus personne ne pourrait maîtriser et contenir, il est important que très rapidement, cette junte-là propose de manière raisonnable et raisonnée un calendrier qui nous permette, comme disait Guillaume Bateau, d'ici la fin de l'année, de partir en créant les conditions d'organisation des différentes élections. Pour la question sécuritaire, ils n'ont même plus besoin de s'inquiéter d'un nouveau prestataire qu'on appelle Wagner, qui fait des choses de manière efficace. Donc, par voie de conséquence, pour moi, les conditions sont plus ou moins réunies afin de pouvoir partir. D'accord, vous touchez du doigt effectivement des sujets qu'on n'a pas pu aborder. Il aurait été bien qu'on aborde les enjeux géostratégiques, géopolitiques sur fond de guerre d'influence entre Paris et Moscou. Malheureusement, on n'a
pas eu le temps d'en parler. Peut-être dimanche prochain. Madi Natal, réaction? Oui, je suis d'accord avec monsieur Couillot tout à l'heure sur évidemment le comeback qu'a eu la junte malienne sur le chronogramme qui était déraisonnable, qui avait été proposé à la CEDEAO. Mais je pense qu'il y a un point d'interrogation qui doit faire l'objet en fait d'une discussion sur ce plateau. Parce que la CEDEAO, c'est vrai qu'elle a, moi à mon avis, elle a affaibli notamment par cette crise d'impopularité qu'elle a sur le continent, eu égard donc à la montée des coups d'État dans cette zone. Et il lui a reproché justement sa politique de 2 poids 2 mesures entre les violations constitutionnelles, d'une part, et le fait qu'elle se gonfle un peu les muscles sur les coups d'État, qui sont illégitimes, je suis d'accord. Mais que fait la CEDEAO lorsqu'il y a des violations constitutionnelles, alors qu'elle ne s'en presse pas, mais elle prend des sanctions graduelles, comme l'a évoqué M. Banga, elle prend des sanctions graduelles au fur et à mesure que la situation évolue. Qu'est-ce qu'elle fait? Moi, je pose la question aujourd'hui à ces experts qui veulent qu'on soutienne. En tant qu'intellectuel, il est bien de soutenir. Il a dit lui-même que la CEDEAO est la meilleure CER. Je suis d'accord avec lui sur certains aspects, mais il faut reconnaître le fait qu'elle a des insuffisances sur certains domaines, notamment la question des violations constitutionnelles. Et je pense qu'elle doit profondément se remettre en cause sur cet aspect-là. Aujourd'hui, oui, terminé, Madina, terminé. Aujourd'hui, les violations constitutionnelles sont aussi à la base, dans une certaine mesure, d'une rupture à l'ordre constitutionnel, étant donné que c'est la violation de la loi fondamentale. Donc cette CEDEAO-là devra s'armer aussi de moyens juridiques, de moyens coercitifs pour pouvoir ramener les chefs d'État qui se prêtent à ce jeu-là à revenir à de meilleurs sentiments, comme ils le font avec autant de pression, autant de force pour les coups d'État. Je pense que les intellectuels qui sont sur ce plateau doivent aussi accompagner ou encore être dans un cadre de concertation franc, avoir un franc-parler, de dire à la CEDEAO que sur certains plans, elle n'arrive pas à imposer sa législation, surtout en matière de violation des constitutions. Merci beaucoup, Madina. André Silver? Oui, moi, ma position sur ces sujets est radicale. Elle est de principe. Je ne soutiens pas de coup d'État constitutionnel comme de coup d'État rebelle, comme de coup d'État militaire. On ne peut pas adhérer à un coup d'État militaire au prétexte qu'il y a des modifications constitutionnelles. Ma position là-dessus est de principe. Je n'adhère pas au 3e mandat, je n'adhère pas aux modifications, au tripatouillage constitutionnel. Ce sont des principes. Et l'intellectuel qu'elle est en train de convoquer doit avoir des principes très fermes sur ces sujets. Première chose. Deuxième chose, effectivement, la CEDEAO a un problème de légitimité du fait justement de son silence sur des cas flagrants de tripatouillage de constitution. Tout à l'heure, Guinée, vous avez le cas de la Guinée, par exemple, où c'était inscrit dans la constitution que le mandat présidentiel ne devrait même pas être touché. Mais le président Alpha Condé a mis cela de côté et il a proposé une autre constitution. La CEDEAO a été silencieuse sur cela. Et donc, moi, ma position, elle est radicale. On ne peut pas continuer à présenter les coups d'État militaires comme les seuls qu'il faille condamner radicalement. Il y a aussi d'autres formes de coups d'État qu'il faut condamner. Maintenant, pour revenir à la question justement de... Non, vous avez parlé. Oui, bien sûr, voilà. Terminé. Pour revenir à la question du Burkina et du Mali, le lieutenant-colonel Damiba a de très belles... Moi, j'invite les gens à lire son livre. Tout ce que vous êtes en train de dire, tout ce que nous sommes en train de dire, il a identifié les terroristes, il leur a donné des noms, des visages, il a des solutions. Eh bien, je pense qu'en un an, il pourra décliner tout cela en actes, j'espère. Et concernant justement le Mali, vous venez de nous le dire, j'étais de ceux qui disaient, ils ne tiendront pas. Ils ne tiendront pas, parce que c'était un délai déraisonnable. Ce qu'il faut savoir, c'est que la question, la CEDEAO a pris ses mesures à la suite de la proposition de 5 ans. La CEDEAO n'avait pas pris ces mesures-là il y a 18 mois. Voilà. D'accord. Arthur? Rapidement. 30 secondes. Il ne faut pas qu'on joue avec les mots. Coup d'État constitutionnel, c'est une invention. Il n'y a pas de coup d'État constitutionnel. Il y a deux choses.
soit on est tous, moi personnellement, je suis opposé au fait que quelqu'un dure 3e mandat. Mais changer une constitution, là, c'est prévu dans la constitution. Donc, quand quelqu'un utilise des mécanismes... C'est quand vous dites que c'est qu'une révision constitutionnelle. C'est autorisé. La seule chose que la CEDEAO a faite dans ses textes, c'est de dire, vous ne pouvez pas changer de constitution 6 mois avant les élections. Donc, soit on décide nous-mêmes, je ne sais pas par quel mécanisme, de, ce que j'ai dit en Côte d'Ivoire, de sacraliser les 2 mandats dans nos constitutions. Même ça, si le monsieur te dit qu'il veut changer la constitution par référendum, qu'est-ce que tu fais? Et ensuite, moi, ça pose la question à la CEDEAO. La CEDEAO ne peut pas... Parce que quand la CEDEAO va vers Condé, prenons le cas de Condé. Ah, tu as vu la constitution. Il dit, mais aïe, dans la constitution, pour la changer, il faut un référendum. J'ai fait un référendum, le peuple a choisi. La CEDEAO fait quoi? Monsieur, jouer les mots. alors, messieurs, je vous vois, vous avez bien envie de poursuivre le débat. Malheureusement, nous sommes au terme de cette émission.